Donc comment les enfants entrent-ils dans la drogue? Bon, le plus souvent, les enfants, les ados, on dit 12-13 ans, les premières approches, les premiers contacts avec le produit. Le cannabis, le plus souvent, hein, le cannabis, c'est la drogue d'approche. Maintenant, la cocaïne rentre aussi dans les écoles, mais le premier produit, c'est quand même le cannabis. Alors, comment font-ils? Eh bien, ça se passe dans des soirées entre copains. Les produits circulent. C'est interdit en France, mais pourtant, ça circule. Allez savoir pourquoi. C'est ainsi. Et alors, les ados, on leur propose ces produits-là. Avec bien sûr un accompagnement, hein, les dealers sont très très bons, les copains qui consomment sont très très persuasifs, c'est bien, tu vas voir, tes parents sont contre bien sûr mais c'est des vieux, fais comme les autres, sinon tu n'es plus des nôtres, etc. Si tu n'y touches pas, ben, c'est que tu es un nul, un baudet, c'est que tu es Ils ont des mots à eux qui sont bien humiliants et qui sont difficiles à supporter pour les enfants. Donc, en général, la première expérience, c'est on touche pour faire comme les copains, pour être dans le groupe. Et puis, quelquefois, ça s'arrête là, heureusement. Mais quelquefois, ça continue. Et effectivement, je me souviens de la question d'un professeur, comment, dans des familles où on ne pratique pas la langue de bois, dans les familles où on s'aime, où on est informé, etc., comment l'enfant tombe-t-il dans la drogue quand même? Je peux en parler savamment parce que c'est mon histoire aussi, hein, c'est l'histoire de mon fils. Alors comment? Eh bien mon fils a commencé comme les copains à toucher au cannabis pour faire comme les autres, pour être dans le groupe, etc. Et puis il a gardé ça quelque part dans sa mémoire. Et puis un jour, quand il a été malheureux, et quand nos enfants sont-ils malheureux? Ils le sont bien souvent sans que nous le sachions. En tout cas, lui, il a été malheureux et nous, on ne l'a pas vu. Il a été malheureux parce qu'il était amoureux, en classe de première et qui n'était pas payé de retour. Sa belle ne l'aimait pas. Et il est tombé dans le cannabis, dans une consommation excessive à ce moment-là. Et ces dérapages, c'est à partir de là. Donc voilà un enfant qui a touché à la drogue de façon, comme diraient certains, festive, avec des copains, et qui tout d'un coup bascule. Et nos enfants, dans les histoires que j'entends, nos enfants, les adolescents, ont des vies où ils ont quelquefois des problèmes qui échappent à nous les parents, le plus souvent. Pour Marine, par exemple, qui est une autre jeune fille qui est passée à des consommations de drogue encore plus dures que le cannabis, Marine, c'est la mort de son grand-père. Eh bien, je suis désolée, mais nos adolescents, ils ont tous dans leur vie ou l'abandon d'une copine ou d'un copain, ou des mauvaises notes à l'école, ou des engueulades avec les parents, ou bien la mort d'un grand-parent. Ça, on ne pourrait pas leur épargner. Et ils basculent à ce moment-là parce qu'ils sont malheureux et que le cannabis masque un petit peu leur malheur à ce moment-là. Voilà comment des enfants pour lesquels on se dit « bon non, écoutez, là, il n'y a pas de problème, les parents sont là, etc. » Tout d'un coup, ils basculent. Et c'est pour ça que je dis qu'il ne faut jamais, jamais banaliser la consommation chez un ado. Il ne faut pas l'accepter. Les adultes, on verra. Et on parlera de ce problème un peu plus tard. Je parle des enfants et des adolescents. Donc, il ne faut jamais banaliser la consommation d'un adolescent, même si elle est épisodique. Et la plupart du temps, bien sûr, les parents ne sont pas au courant. Ils ne voient pas, ils ne sont pas derrière leur enfant. Même s'ils ont posé les règles, même s'ils ont discuté avec leurs enfants, en général, la consommation ne se fait pas en présence des parents. Bien sûr. Et les parents ne sont pas informés. Et puis, les parents subissent une telle pression de la part des médias qu'ils ont tendance aussi, peut-être pour se rassurer, à se dire que peut-être, après tout, fumer un pétard de temps en temps, il faut que jeunesse se passe, etc. Et c'est là que j'interviens et que nous intervenons pour dire non, ce n'est pas anodin. D'autant plus que les premières consommations se passent bien. Moi, j'entends des gamins autour de moi me dire « moi, je fume un pétard de temps en temps, mais je gère ». Tu gères rien du tout. À partir d'un moment, la drogue va prendre le pas, va prendre le dessus. Tu penses que c'est toi qui commandes, mais ce n'est plus toi. À un moment, c'est le contraire. Et la grande force de la drogue, c'est de faire croire que c'est toi qui gère ta vie à ce moment-là. Mais c'est déjà plus toi. Et quand un jeune me dit ça, en général, je sais que déjà, il a besoin d'être rassuré, mais qu'il se rend bien compte qu'il y a des choses qui ne vont plus. Donc, dans un premier temps, tout se passe bien. C'est ce qu'on appelle la lune de miel avec le produit.
Les enfants ne changent pas, les notes scolaires se maintiennent, ils sont joyeux, rien n'a l'air de changer. Jusqu'au moment où, en passant à une consommation excessive, les choses s'inversent, comme je viens de le dire. Les parents n'ont pas vu, parce que pendant la lune de miel, il n'y a rien à voir. Pour mon fils, par exemple, la classe de seconde, ça a été une année formidable. Il fumait des pétards de temps en temps, me disait-il, et puis, non, il ne me disait pas, et je n'ai pas vu. Mais il fumait des pétards de temps en temps, mais il a su maintenir son niveau scolaire, il voyait ses copains, il était sympa à la maison, etc. Et puis, quand les choses s'inversent, là, on observe quelque chose qui devrait alerter les parents, des signes dont les parents demandent la liste. Eh bien, je vais vous le dire. Alors, on voit d'abord un enfant qui change, un jeune qui change et qui paraît fatigué. Fatigué. Par exemple, mon fils, j'allais le chercher souvent à l'infirmerie du lycée. Il était fatigué, me disait-on. Mais pourquoi fatigué? Hier soir, pour regarder la télévision, il était en pleine forme pour aller voir ses copains. C'est le matin qu'ils sont fatigués. Et c'est très très difficile de les sortir du lit. Ils changent aussi en ce sens que plus rien ne les intéresse. Mon fils qui aimait faire du sport, il faisait du tennis, il faisait du judo, bien ça tout d'un coup c'est devenu nul aussi. Il jouait du piano, ça aussi c'était nul. L'école dans laquelle il se plaisait, il était délégué de ses camarades. En classe, eh ben, l'école c'était nul, ça débouchait de toute façon sur du chômage. Enfin, des discours très 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 négatifs. Et ces discours négatifs sont un signe d'alerte. Ensuite, on voit qu'il change de copain. Il s'oppose aussi aux parents de façon quelquefois violente sur le plan verbal. Et alors là, les parents continuent à se dire ben non, on ne pense pas à la drogue. Je dis les parents, je ne les mets pas en accusation parce que moi je suis dans ce cas-là. Je n'ai rien vu. J'ai dit, comme le disent les parents, c'est la crise d'adolescence. Il est fatigué, c'est normal, il est agressé avec ses parents, c'est normal, il change de copain, c'est normal, il grandit, il est en pleine adolescence. Il est fatigué, c'est normal, il grandit, il est en pleine croissance, voilà. Mais à un moment, sur le plan intellectuel, ça ne suit plus. Alors les résultats scolaires s'effondrent. Et là, c'est là que les parents prennent conscience. Et moi, c'est là ce qui m'a alertée. Et je crois qu'effectivement, il y a d'autres signes, par exemple les yeux rouges. Par exemple, les rires sans fondement, des rires fous qui tout d'un coup ponctuent la conversation. On ne sait pas pourquoi un rit. J'ai assisté à ce genre de rire et c'est vraiment impressionnant, quoi. Et ça, c'est le cannabis. Donc il est évident que les parents ne sont pas derrière le dos de leurs enfants dans la vie. Le danger n'est pas à la maison, ou exceptionnellement, mais il est à l'extérieur. Donc il faut que les parents, quand ils sentent qu'il y a danger, ou même quand ils sentent que leur enfant est attiré par ce genre d'expérience, puissent en parler avec eux. Et pour cela, il faut que les parents s'informent. Or, le problème, c'est que les parents ont tellement peur qu'ils préfèrent ne pas voir et ne pas s'informer. Et ça, c'est vraiment un regret que nous émettons, nous, dans notre association Jeunesse sans drogue. Il faut que les parents s'informent et puissent aborder un dialogue avec leurs enfants. Il faut qu'ils puissent en discuter. Sinon, ils ne jouent pas leur rôle d'éducateur.